1800 km de bitume séparent la capitale du Pérou, au bord du Pacifique, et celle de la Bolivie, perchée dans les Andes. Le voyage raconté dans ce film est avant tout symbolique et personnel. 3 ans après mon premier contact avec la cité andine, je m'apprête à y revenir de la plus belle des façons. Mon itinéraire initial était tracé par Huancayo, mais la forte instabilité de la route entre Huancayo et Ayacucho, accentuée par les pluies, m'a fait changer d'avis peu avant de partir. Ce sera finalement la côte du Pacifique, puis la route des Libérateurs, réputée beaucoup plus sûre. Dans ce film, il sera certes question des difficultés, surmontées les unes après les autres, voire parfois de souffrances. Mais le sujet est ailleurs. Je souhaitais surtout ajouter à mon insatiable désir de revoir La Paz l'immense satisfaction que procure au cycliste téméraire et déterminé l'atteinte de son but à la seule force de ses mollets. Ce voyage m'a demandé une préparation minutieuse avec pour seul mot d'ordre « anticiper l'imprévu ». C'est seulement le 16 février, soit un mois avant mon départ de Lima, que le Pérou a rouvert sa frontière terrestre avec la Bolivie, ce qui a rendu possible cette traversée. Je m'oriente donc plein sud sur la panaméricaine qui traverse tout le pays en suivant plus ou moins la côte. Je pars un dimanche matin pour éviter le trafic de cette autoroute très fréquentée, mais ça roule quand même fort à cette heure matinale et les cyclistes sont rares à s'y aventurer. Une fois que la ville n'est plus qu'un lointain souvenir, je trouve mon rythme de croisière. La première journée est volontairement longue, très longue. 220 km prévus et peu de pauses. Le bitume est impeccable, mais c'est tout sauf plat. Je fais une rencontre insolite. Un cycliste qui a débuté le vélo tout récemment et qui fait 250 km en une journée sur la Paname parce que son médecin lui a recommandé de faire du sport. Le brouillard est dense jusqu'à midi et rend le soleil particulièrement dangereux car invisible. J'en suis quitte pour une grosse brûlure sur les mollets où j'ai pas mis de crème solaire. Les nappes de brouillard qui traversent la route lui donnent un aspect fantomatique. En fin de journée, je quitte définitivement la panaméricaine et l'altitude 0 pour prendre la direction des Andes. Je dors à San Clemente. Direction le soleil levant qui est déjà levé. La route des Libérateurs relie le Pacifique à Ayacucho en traversant le désert côtier sur 340 km et culmine à l'altitude impressionnante de 4752 mètres. Serais-je capable d'emmener mon vélo de route et ses 50 litres de bagages jusqu'en haut ? En choisissant cet itinéraire au dernier moment, j'étais extrêmement inquiet des possibilités de ravitaillement très réduites. J'ai donc prévu large en termes de quantité d'eau, quitte à être trop chargé, car je préfère le surpoids à la panne sèche. Je commence face aux Andes, puis je vois littéralement la montagne grandir de chaque côté de la route. Le climat est désertique et chaud.
croise quelques bergers et leurs troupeaux, mais surtout beaucoup de chiens qui n'ont pas l'air hyper fans de mon vélo. En fond de vallée, des vergers, des vignes et du coton poussent aux abords immédiats du fleuve et apportent une touche de vert, mais sur le bitume, il n'y a pas la moindre surface d'ombre. Ah, ça rigole plus, hein. Au bout d'un moment, la route se retrouve au fond d'un canyon très profond, puis se met à monter à son tour. Et quand je dis que ça monte, je parle de 70 km de pente régulière à 4,5%. Les étages climatiques se succèdent. 1700 mètres. Je dors à mi-pente à Waitara à 2800 mètres. Le climat a changé au moins 2 fois aujourd'hui et j'arrive sous une petite pluie, bientôt suivie du brouillard. Waitara est la dernière ville répertoriée avant Ayacucho et le plus dur est clairement à venir. Départ matinal pour éviter les pluies prévues dans l'après-midi. « 8h moins le quart, 3000 mètres d'altitude. On va prendre bien froid. Peut-être même souffrir le mal des montagnes. Mais ça reste une étape inoubliable. » Waitara tout en bas. Alors j'ai mis 1h20 pour faire les 10 km. L'énoncé des altitudes ressemble à une vente aux enchères. 3000, 3500, 4000. Le moment historique. J'atteins les 4000 mètres d'altitude. Et devinez quoi? Ça monte encore et encore. Bonne surprise, une cabane au bord de la route sert du riz chaud et du bouillon. Plus un arbre, quelques herbes sèches, des vigognes et un troupeau de vaches. Après 5h30 d'ascension, un replat sonne la fin des hostilités au hameau Libertadores, les libérateurs. Enfin! Je viens d'atteindre les 4500 mètres d'altitude. 4500, c'est impressionnant. Très bonne nouvelle, mon corps répond bien à l'altitude. Même si c'est dur de respirer au-dessus de 4000, je suis monté suffisamment lentement pour ne pas être trop essoufflé. Faut pas avoir peur, hein. La météo change en quelques minutes et je me retrouve à jeter mes dernières forces dans une course-poursuite contre une averse. J'arrive au sec dans un hameau qui est une sorte de relais routier. Je finis par trouver une chambre dans un gîte spartiate après que la gérante du seul hôtel m'a envoyé voir ailleurs. Et c'est reparti pour la 4e étape direction Ayacucho. Le réveil à 3950 mètres est glacial mais avec une bonne nouvelle. Aucune trace du fameux Soroche ou mal aigu des montagnes, je suis en pleine forme. Je pars à 7h du matin et la vallée est encore à l'ombre. Il fait extrêmement froid, j'ai les doigts gelés. Alors ici c'est de la glace, tout simplement. Le mercure ne doit pas être loin de zéro comme le confirme la présence de glace au bord de la route. Alors là j'arrive à un passage à niveau. Les Andes sont majestueuses au matin. « 4100 mètres d'altitude, 7h30 du matin, c'est génial. » Alors le sol est gelé.
sais où est-ce que je vais prendre le petit-déj. Il me reste 25 km d'une montée en pente douce pour atteindre le point culminant de la terrible route des libérateurs, Abra Apacheta. Oui, je sais, il est temps que je laisse ma chaîne. Au sommet, je suis surpris de rencontrer une vieille dame qui vend des sachets de cacahuètes grillées. L'occasion de reprendre quelques forces avant la descente. 50 km vent de face où l'organisme est encore mis à rude épreuve. J'ai vraiment du mal à me réchauffer. Il reste une côte. J'attaque la dernière ascension de la journée, 600 mètres de dénivelé, de 3300 à 3900. Il fait nettement plus chaud et c'est nettement plus agréable qu'en début de journée. Mon corps commence à dire stop lorsque j'arrive enfin en vue d'Ayacucho. Retour à la ville. J'ai la sensation d'avoir accompli un voyage hors norme. Et pourtant, je suis parti de Lima il y a seulement 4 jours. En discutant avec des gens, je me rends compte à quel point ce voyage me dépasse. Dans un pays où la montagne, la météo et l'état des routes compliquent les déplacements, faire les 560 km de Lima à Ayacucho en bus est déjà une épopée en soi. Ayacucho est une très belle ville, située à 2700 mètres d'altitude avec des rues à angle droit et une ribambelle d'églises. La ville d'Ayacucho doit son nom à la bataille qui a permis l'indépendance du Pérou en 1824. Impossible de ne pas aller visiter le mémorial. Je passe 2 jours chez Jaime, un étudiant qui me permet de reprendre des forces. Jaime m'accueille à bras ouverts et j'assiste alors à un drame national. Le Pérou s'incline face à l'Uruguay lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, avec suspicion de fraude de l'arbitre qui aurait refusé un but, ce qui fait les choux gras de la presse nationale pendant 2 jours. Trois jours, 3 cols et 3 vallées. Voici le menu des 390 km entre Ayacucho et Abancay. Les villes péruviennes dans les Andes sont isolées et très éloignées les unes des autres. Un seul ruban d'asphalte, parfois tout neuf, traverse cette région rurale et vide de touristes en dehors de quelques gringos à vélo. Le trafic est nul. Je croise plus de mototaxis que de voitures. Sur le tronçon entre Ayacucho et Ocros, on ne trouve aucune habitation en 100 km, ce qui me vaut une bonne déshydratation en haute altitude malgré les 3 litres d'eau que j'ai prévus pour le col. Les vallées andines sont démesurées et les villes sont nichées tout au fond. Les cols dépassent tous les 4000 mètres. Les rivières ont une puissance monstrueuse. La route accumule des lacets à n'en plus finir. Dans la descente qui offre plus de 2000 mètres de glisse et 4 étages climatiques, on en prend plein la vue. J'entre dans le département d'Apurimac en traversant le rio Pampas. Arrivé à Chincheros, il
bientôt 17h, c'est aussi bientôt la fin de l'étape. La nuit à l'hôtel à Chincheros est bien méritée. Départ de la 6e étape à Chincheros en direction d'Andahuaylas. Aujourd'hui un col, une descente et c'est fini, ce sera une étape courte. Il y a énormément de chiens errants sur les routes péruviennes et même si je le savais avant de partir, c'était une grosse angoisse pour moi. Alors là j'ai eu de la chance, il y avait une grille. Pour les 50 précédents, c'était pas le cas. Souvent, ils restent sagement au bord de la route en me regardant passer, mais beaucoup me courent après en aboyant. Le meilleur ami de l'homme n'est apparemment pas celui du cycliste. C'est ça, allez-y à deux, hein. Bande de lâches. C'est raide. Autant le col d'hier était à moins de 4%, ce qui compensait la difficulté liée à l'altitude. Celui-là il tient un bon 5% quand même. Jusqu'à 3500 mètres d'altitude, la vallée est assez peuplée et les bois d'eucalyptus dominent le paysage. Je croise pas mal d'enfants qui m'appellent Gringo, autant dire qu'avec mon vélo en alu et mes sacoches orange fluo, j'ai plutôt l'air d'un ovni. On dirait bien que j'arrive au sommet de la journée. Vous voyez ces biscuits? Là-bas ils ont le goût des tubes. Et ça, à 4200 mètres, c'est un régal. Il y en a un qui l'a bien compris. Autre col au-dessus de 4000 mètres, autre grande descente. Quelle surprise de croiser un couple de Français en vélo qui voyagent dans l'autre sens. On papote un peu et on échange quelques informations sur l'état de la route et c'est reparti. Alors cette route est globalement en très bon état, mais elle a cette petite exception. Casse-toi! Oh! Poursuite de chien, épisode 78. J'arrive en début d'après-midi à Andahuaylas, ce qui me permet une bonne sieste et une nuit réparatrice. Pendant ce voyage de 3 semaines, j'ai adopté une hygiène de vie très rigoureuse pour ne pas dire la plus rigoureuse de ma vie. Couché à 20h30 et levé à 5h30. Un rythme qui permet de bien récupérer la nuit et de profiter au maximum de la lumière du jour et du soleil du matin. Départ de la 7e étape, Andahuaylas à Bancay, 140 km environ. Et ce matin, c'est humide. Les Andes sous la pluie, c'est pas le paradis. Andahuaylas à Bancay. À peine 50 km à vol d'oiseau, mais 150 par la route entre ces deux villes. Au menu, ce qui était un col monstrueux il y a encore une semaine et me semble désormais banal. C'était, sans compter sur la pluie, une de ces petites pluies fines qui tombent sans discontinuer pendant des heures et qui s'insinuent partout. Là j'ai atteint le sommet de la journée, 4150 mètres. Alors c'est pas seulement le brouillard, c'est que toute la montée, 35 km, je les ai fait sous la pluie. J'avais les doigts gelés. C'était pas idéal, hein. Heureusement que le moral est bon. Ce n'est qu'après 3h30 d'ascension que la météo se calme. J'ai les doigts gelés. Il faut avancer pour ne pas se refroidir. La route en balcon serpente autour de la ligne de crête, en laissant deviner la profondeur des vallées au rugissent des rivières. Petite pause déj à Huancarama pour déguster un bouillon de poulet, plat typique servi au bord des routes péruviennes, ou l'assurance d'éviter la fringale. J'aperçois enfin Abancay au sommet d'une côte sur le versant d'en face. La ville semble toute proche, mais il a fallu dérouler pas moins de 50 km de bitume pour l'atteindre selon une recette bien connue dans les Andes.
descendre pendant des dizaines de kilomètres, franchir une rivière tout en bas et en remonter autant. Abancay est une ville plutôt sombre et sale. Pourtant, le vélo y passera 4 jours chez l'habitant, car j'ai décidé de faire étape ici pour une raison bien précise. Je suis parti pour le trek de Choquequirao. 4 jours de marche. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment un jour puisque je vais marcher 9-10 km environ jusqu'à un camping. Comme il est 5 heures, je risque d'arriver de nuit. Ce qui n'est pas dramatique parce que c'est bien balisé. Et c'est plat surtout. Et demain, direction la grande descente puis la grande montée dans le canyon de l'Apurimac. Le trek de Choquequirao est une randonnée assez connue au Pérou, même si beaucoup moins fréquentée que les treks les plus touristiques de Cusco. Au départ de San Pedro de Cachorra, à 40 km d'Abancay, il donne accès à la cité inca de Choquequirao, parfois appelée la sœur jumelle du Machu Picchu. L'aller jusqu'au site archéologique et le retour représentent 60 km de randonnée, comprenant la double traversée de la vallée de l'Apurimac, un canyon de 1500 mètres de profondeur. Départ pour le jour 2 de Choquequirao, ou plutôt le vrai jour 1. Donc aujourd'hui, une vingtaine de kilomètres, 10 de descente abrupte, 10 de montée abrupte. Je suis hyper excité de faire ce trek dont je rêvais depuis longtemps. J'ai 1500 mètres de dénivelé négatif à faire. C'est magique. En plus ça sent bon. Je suis tout seul. Tout va bien quoi. L'Apurimac verticale 1000 mètres plus bas. J'ai loué le sac à dos et le matériel de camping à Abancay. Ce trek représente une coupure de 4 jours dans mon épopée vers La Paz et je suis pas mécontent de descendre de ma selle. Là ça devient assourdissant et on est encore au moins 300 mètres au-dessus du fleuve, ce qui n'est pas évident à vue de nez. Les proportions sont complètement démesurées dans ce pays. h 15 de marche, 3 heures de descente, 3 heures de montée, 15 minutes de pause en bas. Elle est pas belle la vie ? Tout en bas l'Apurimac, avec le pont qu'il va falloir refranchir tout à l'heure. On voit même le campement de ce soir qui est tout en bas, en bas, en bas. Là on a un panneau qui nous gâche le paysage. Choquequirao était un important centre culturel et religieux de l'Empire Inca au XVe siècle. Ce fut un point de passage entre la capitale Cusco et la jungle, et l'un des derniers refuges des Incas pendant le siège de Cusco. Beaucoup de mystères entourent le site, dont seuls 30% ont été excavés aujourd'hui. Il fait l'objet de nombreuses recherches archéologiques.
La seule façon d'y accéder est le chemin sinueux à travers le canyon et l'approvisionnement du village de Marampata se fait avec des mules. Mais un projet de téléphérique au-dessus de l'Apurimac pour développer le tourisme de masse est en cours. Il génère des débats politiques ardents qui touchent autant à la répartition des bénéfices que l'impact environnemental du projet. Ou comment illustrer les contradictions entre développement touristique et environnement. Hay que caminar, por más que camino, oye, no veo el final, no veo el final. No veo el final. Camina, camina, camina por donde va. No veo el final. Es la verdad, todo va a estar bien, mamá. No veo el final. Camina, camina, camina por donde va. Anda. Le pont. On arrive bientôt à l'Apurimac pour passer d'une souffrance descendante à une souffrance montante. J'attaque la 8e étape après 4 jours de pause, en tout cas de pause vélo, puisque je reviens tout juste du trek de Choquequirao. Je reprends en direction de Cusco. Puis à Bancaï, c'est 190 km, j'espère les faire en 2 jours, il y a 2 cols. Et le col d'aujourd'hui fait 35 km de long. C'est parti. Un mot à la caméra? Ah bah non, tu deviens timide, hein. Allez, plus que 20 km. Le bonheur de reprendre le vélo se trouve démultiplié après cette parenthèse dans le canyon de l'Apurimac. 2 jours et 2 cols me séparent de Cusco, une formalité à ce stade du voyage. Mais les chiens me rappellent que rien n'est jamais gagné d'avance. Sommet du col dans 5 km. Chut. 3h20 d'ascension, 34 km, sans poser le pied par terre, et j'arrive au sommet du monstre de la journée. Une fois atteint le sommet de la journée, à 4000 mètres d'altitude, je me lance dans la dernière méga descente de ce voyage. 2200 mètres de dénivelé négatif jusqu'à la vallée de l'Apurimac, par la route cette fois. Je serais presque ému, mais les nombreux trous dans le bitume n'autorisent aucun relâchement de concentration. Deux heures et un bouillon de poulet plus tard, je traverse à nouveau la puissante rivière qui m'a accompagné pendant les 4 derniers jours. Je pose mes sacoches à Limatambo dans la montée vers Cusco. 9e étape au départ de Limatambo. Aujourd'hui environ 80 km jusqu'à Cusco. La capitale de l'Empire Inca est à portée de main puisque le col d'aujourd'hui ne fait que 27 km et le sommet n'atteint même pas les 4000. Blague à part, je profite de cette dernière très longue ascension en regardant la vallée s'éloigner de lacet en lacet. Je viens de croiser un cycliste. Alors c'était furtif parce qu'il descend et moi je monte, mais un cycliste. Le dernier col avant Cusco, 3750 mètres. À partir de maintenant, ma route ne repassera jamais en dessous de 3200 mètres jusqu'à La Paz. Cusco,
La ville s'étend sur les pans d'une vallée à environ 3400 mètres d'altitude. Alors là, si j'arrive intact jusqu'à la place d'Armes... Malheureusement, cette phrase ne me porte pas chance puisque je tombe en dérapant sur une grille mouillée. Pour une entrée dans la capitale des Incas, on a vu plus triomphal. Je m'en tire avec une légère blessure au poignet et un dérailleur tordu. Heureusement, pas de quoi compromettre la fin du voyage. Cusco a été pendant longtemps une ville importante. D'abord capitale de l'Empire Inca au XVe siècle, puis carrefour commercial après la colonisation. D'ailleurs, son nom en quechua signifie centre de l'univers, rien que ça. Elle est réputée pour son architecture coloniale de l'époque espagnole, ses fondations et ruines incas et ses nombreuses églises. J'ai passé environ 1 jour et demi à Cusco, à la maison du vélo, Casa del Ciclista, qui accueille les cyclotouristes de passage. L'occasion d'autres belles rencontres. Mais un cycliste solitaire, c'est un peu comme un ours. Autant dire que j'étais pas vraiment à l'aise dans le centre de Cusco blindé de touristes. Et j'ai pas tardé à reprendre la route direction l'Altiplano. Sol, 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 sol. Cusco est à 680 km de La Paz. Et la route des Andes trace tout droit à travers l'Altiplano. J'ai prévu de les faire en 5 jours, dont 4 sur le vélo. Je suis déterminé comme jamais, d'autant plus que le plus gros du dénivelé est derrière moi. Je passe toute la journée dans une vallée. Le climat est agréable et j'ai le vent dans le dos, des conditions idéales pour enchaîner environ 150 km. Je croise quelques vélos de route et des ruines de l'époque Wari qui m'occupent la matinée. Yo sé que te gusta. Sol, 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 sol. Un truc qui m'a marqué pendant ce voyage, c'est que les gens que je rencontrais étaient souvent curieux de savoir ce que je faisais là, et la même question revenait tout le temps. Pourquoi est-ce que tu voyages en vélo ? Certains trouvaient ça fatigant alors que j'aurais pu simplement prendre le bus. Mais pour d'autres, il était surtout temps que je me trouve un vrai travail. Voyager, c'est aussi accepter le regard des autres. Yo sé que te gusta. Même si l'enchaînement de ces journées de vélo peut paraître fou vu de l'extérieur, mon quotidien était en fait assez régulier pour ne pas dire banal, avec des préoccupations plutôt concrètes. Où dormir ce soir ? Où trouver à manger ? Vais-je me prendre la pluie ? C'est camping à l'hôtel. Mes repas du soir étaient quasiment tous les mêmes. Des pâtes sauce tomate cuisinées au gaz dans la chambre d'hôtel. Et dire que la gastronomie péruvienne est l'une des plus riches du monde. Spaghetti sauce tomate, le repas du cycliste. Je dois franchir Abra la Raya, à environ 4300 mètres pour ensuite me stabiliser à 3900. La végétation disparaît quasiment complètement. Dans la courte descente du col, l'horizon s'élargit, c'est enfin l'altiplano.
Les lignes droites sont interminables et la qualité de la route complètement aléatoire. Le paysage devient carrément monotone et le rythme d'une pause toutes les 3 heures devient la norme. Une étape très longue qui se termine à Juliaca et sa sympathique maison du vélo. Douzième étape et en théorie avant-dernière étape. Quoi de mieux qu'une étape de 190 km après une autre étape de 190 km? La monotonie de l'altiplano est compensée par une certitude. Ce soir, je dors en Bolivie. Première pause à Puno, pour profiter de la vue sur le lac Titicaca. Deuxième pause à Ilave pour absorber un énième bouillon de poulet. La route longe le lac sacré des Incas, ce qui offre des vues incroyables, mais ça secoue beaucoup, et même de plus en plus. Copacabana est juste en face, mais il me reste 40 km pour y arriver. J'arrive enfin à la frontière bolivienne. Un moment tant attendu que redouté puisque les conditions d'entrée sont drastiques, même si le poste frontière de Casani est réputé extrêmement tranquille. La frontière, voici la frontière. La frontière entre le Pérou et la Bolivie. Alors le contrôle de migration côté péruvien m'a pris 1 minute 30. Côté bolivien, on verra bien. Lorsque je reçois le précieux tampon, je comprends que je suis arrivé. La Bolivie, c'est fait. Migration passée en 15 minutes à peu près, ils sont un peu tatillons. Mais j'avais tout, donc aucun problème pour rentrer. Et voilà le travail. Peu importe s'il faut finir de nuit jusqu'à Copacabana, c'est un détail. Je m'offre un jour de repos à Copacabana car je suis épuisé. Je fais les comptes. Il y a 3 jours, je partais de Cusco et demain soir, si tout va bien, je dormirai à La Paz. La petite ville est un important centre religieux avec une fonction particulière. La bénédiction des véhicules. Notez bien les horaires et faites la queue avec votre moto, voiture ou minibus. On est chaud là, on est chaud. La toute dernière étape de cette épopée aurait dû être une promenade de santé agrémentée de vues splendides sur le lac et la cordillère royale enneigée. Mais au réveil, je comprends que la journée sera longue car la pluie est de la partie. Départ à 8h30 en profitant d'une accalmie. La Paz se mérite. L'humidité ambiante rend le vent glacial. Après 40 km de bosse, il faut traverser le détroit de Tiquina par le bac avec les bus et les voitures.
Je me retrouve en plein milieu d'une course cycliste et j'ai même droit aux applaudissements du public sur la ligne d'arrivée. Un truc de fou. Dernière pause déj à Huarina pour manger une assiette de riz. La fin de l'étape s'annonce mémorable et je le comprends très vite une fois à nouveau en selle vu la couleur du ciel. Une averse de grêle m'oblige à trouver un abri de fortune. Dans la série La passe se mérite, j'ai dû m'arrêter pour laisser passer une averse de grêle. En repartant, je comprends que j'ai bien fait de m'arrêter. La route est recouverte de 3 cm de grêle. Le final est complètement surréaliste. Mon ami Ivan est venu à ma rencontre et s'est fait surprendre par la pluie. On se retrouve dans un froid glacial au bord de la route, mais sous le coup de l'émotion, on fait totalement abstraction de la météo. On traverse la ville d'El Alto qui prend une allure apocalyptique sous la pluie. Cette jungle urbaine est un passage obligé pour se rendre à La Paz. Mal, Iván. Mal. No, pero las fuerzas se pasan, Iván. No. Nous sommes rejoints par 2 amis, Christiane et Lenny, pour fêter dignement ces retrouvailles. Ça y est, la capitale la plus haute du monde m'ouvre enfin ses portes. « 21 jours dont 13 sur le vélo, 1800 km et 25 000 mètres de dénivelé, je suis venu à bout de la route des Andes entre Lima et La Paz. Plaza Murillo, final de recorrido. Kilómetro 1800 desde Lima. Après ce périple de fou, il est temps pour moi de prendre un peu de repos et de redevenir piéton, mais pour un temps seulement. Je vous laisse avec ces images de la Cordillère Royale aux abords de La Paz. Le dernier volet de mon voyage à vélo en Amérique du Sud sera consacré à la visite en profondeur du centre de la Bolivie, et notamment ses villes emblématiques, Cochabamba, Sucre et bien sûr Potosí. À très bientôt sur la route.